Bonjour, chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Donc, content d'être avec vous pour démarrer avec le cours de biologie animale, les vertébrés. Je ne sais pas si vous avez eu le cours des vertébrés l'année dernière ou au cours de la première session de cette année. Je ne sais pas, mais on doit avancer avec ce cours, d'autant plus qu'on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Alors, le cours s'intitule Biologie animale les invertébrés. Donc, on va étudier les animaux avec les vertèbres, une colonne vertébrale. Donc, c'est ce cours que vous avez avec moi. Et au cours de la deuxième session, on devrait normalement déjà commencer. OK? Mais on va essayer de voir dans quelle mesure donc, on pourra et non pas rattraper le temps, mais de voir le maximum de sujets avec vous. Alors, il faut commencer par les trois domaines de la vie, puisqu'on parle d'animaux. Donc, on va commencer par le commencement. Donc, maintenant, les hommes, comme vous le savez, et ont toujours été fascinés par la diversité des êtres vivants. Et pour faciliter leur travail, leur étude, donc ils ont jugé nécessaire, les hommes de science ont jugé nécessaire par rapport à la diversité des êtres vivants et leur ressemblance tant sur le plan anatomique comme morphologique ou encore physiologique. Donc ils ont jugé nécessaire de regrouper les animaux de façon à mieux les étudier, les répertorier, les analyser. Donc, c'est ainsi que donc, tous les êtres vivants sont classés en trois domaines. Okay? Donc, on parle des trois domaines de la vie. Donc, vous avez le domaine des archéobactéries, des archéobactéries. Et ce sont les bactéries qui vivent dans des milieux extrêmes, extrêmement hostiles, c'est-à-dire des milieux et avec des conditions environnementales extrêmes, telles que la température et la salinité, ok, pour ne citer que cela. Et vous avez également le domaine des bactéries, donc le domaine des bactéries. Donc ici, et le domaine des archéobactéries, des bactéries, vous allez voir, et vont être regroupés dans un autre groupe qu'on appelle les prokaryotes, c'est-à-dire des animaux avec le matériel génétique diffus dans le cytoplasme. Donc, il n'y a pas un noyau bien constitué qui circonscrit ou encore qui protège le matériel génétique et facilite les échanges nucléocytoplasmiques. Et il y a un autre domaine, c'est le domaine des eucaryotes. Donc, dans ce domaine, donc, vous allez trouver tous les êtres vivants avec des cellules possédant un noyau, aucun noyau à l'intérieur duquel donc, vous avez notamment l'ADN, vous avez notamment le matériel génétique avec tous les protéines et d'autres structures nécessaires donc, au bon fonctionnement du noyau. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que tous les êtres vivants que l'on veut ou non dérivent d'un seul être vivant. Et c'est ce qu'on dit. OK? Et ce qu'il faut préciser, c'est que ces informations, c'est des informations qu'on donne toujours au conditionnel. OK? Donc, c'est être commun à tous les êtres vivants et serait a pour acronyme LUCA,
pour acronyme LUCA, Last Universal Common Ancestor. Donc là, on pourrait traduire par l'ancêtre commun et, et c'est ça, l'ancêtre commun universel ou encore, et, oui, c'est ça, l'ancêtre commun universel à tous les êtres vivants. Donc, le cas qui aurait été actif. OK? Donc là, c'est subjonctif. OK, passé. Qui aurait été actif il y a 3,3 à 3,8 milliards d'années. Donc ça, c'est le point de vue des évolutionnistes. Mais pour les créationnistes, donc vous savez que mais les êtres vivants, et, et bon, je dirais mieux, parce que et avant même la création de l'homme, au cours de la première semaine de création, il existait un environnement hostile. Okay? Donc, dans cet environnement hostile, normalement, il se pourrait qu'il y aurait des prokaryotes. Je ne sais pas, mais c'est possible. Donc maintenant, ce qu'on pourrait dire en ce qui concerne les créationnistes, c'est que donc les êtres humains, ok, les êtres humains, les végétaux, ok, les poissons et bien d'autres animaux, donc suivant les créations courantes, le créationnisme, donc ces êtres vivants ont été créés. Donc il y a là, je dirais, quatre, et comme on le dit ici pour ces êtres, 3,3 à 3,8 milliards d'années. Donc, c'est environ 4 000 ans. OK? Est-ce que je peux dire 4 000 ans? Non, de toute façon, je pourrais toujours vérifier, mais là, on ne pourrait pas vraiment fixer la création de l'homme à des millions d'années. OK? Donc, ça, c'est le point de vue des créationnistes. L'important, c'est que aujourd'hui, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a une diversité d'êtres vivants telle qu'il est nécessaire de les étudier, de les regrouper pour pouvoir faciliter donc leur identification et pouvoir faciliter leur étude. Donc maintenant, ce qu'il faut retenir ici, c'est que les êtres vivants sont catégorisés en trois domaines. Vous avez le domaine des archéobactéries, le domaine des bactéries, le domaine des eucaryotes, qui et tous dérivent d'un ancêtre commun qu'on appelle l'euca. Maintenant, ces êtres vivants, et notre niveau de classification, donc ces êtres vivants sont regroupés en plusieurs règnes. OK? Ces êtres vivants sont regroupés en plusieurs règnes. Donc, vous avez les plantes, les champignons, les animaux, les protistes. Vous avez quatre règnes. OK? Ça fait quatre règnes et ces quatre règnes appartiennent aux eucaryotes. Donc, les eucaryotes, c'est les êtres vivants avec de vrais noyaux, de vraies cellules, donc noyaux et cellules possédant un noyau. Donc, les plantes sont des êtres vivants, les protistes, les champignons, les animaux. Et vous avez deux autres règnes, les archébactéries ou archéobactéries, les eubactéries, les vraies bactéries ou encore les bactéries, donc qui appartiennent au groupe des prokaryotes. Donc, ce qui fait un total de 6 règnes. Donc, c'est-à-dire que euh, quel que soit être vivant, donc, il retrouve dans une rein, ça. OK? Quel que soit être vivant, la retrouver dans un domaine, ça. OK? Donc, quel que soit être vivant, la dans une rein, ça, ou bien la dans un domaine, ça. OK?
Maintenant, là, on nous donne une estimation du nombre d'espèces vivantes répertoriées et du nombre total envisageable sur la Terre. Donc, vous pourrez et consulter cette information après. Donc, on n'a pas intérêt vraiment à nous attarder sur des informations qui, et qui sont peut-être importantes, mais que vous pouvez comprendre. OK? Donc maintenant, et justement, donc c'est par rapport à la biodiversité. C'est la biodiversité des êtres vivants qui ont poussé les hommes de science et, à classer les êtres vivants en domaines, en règne, okay, en famille, en ordre, etc., en espèces. Et maintenant, il est nécessaire de parler un peu de la diversité, de la biodiversité. Il est vrai que c'est pas un cours d'écologie, mais c'est important quand même. Alors la biodiversité, ouais, biodiversité diverse et multiplicité. Donc la biodiversité, c'est la diversité numérique des espèces. Et lorsqu'on regarde autour de nous, donc, et la diversité des êtres vivants est évidente, ok, est manifeste. Donc, nous, toute espèce, toute plante, toute sorte de plantes, toutes sortes d'animaux. Donc, c'est ce qu'on appelle la diversité, la biodiversité. Donc, maintenant, la biodiversité se résume donc à trois niveaux qui sont liés, qui sont emboîtés les uns dans les autres, les trois niveaux de la biodiversité. Donc, nous avons la biodiversité des écosystèmes, ok, des écosystèmes, c'est-à-dire des milieux de vie et des espèces qui l'hébergent, ok, les écosystèmes. Alors, si nous, par exemple, prend un écosystème, si par exemple, nous avons un tronc d'arbre qui tombait, un pied bois qui tombait, et puis pied bois ça, il fait limiter quelques années, il commence à pourrir. Donc, le jaune a décidé de déplacer ce tronc d'arbre. Donc, vous allez trouver en dessous du tronc une diversité d'êtres vivants, d'insectes, de toutes sortes d'animaux et mais qui t'a vivre en bas trop. Et c'est-à-dire que côté où t'a vivre là, t'as des conditions environnementales mais qui te permettent que vous êtes là, qui te permettent que vous mangez, vous faites tout ça pour faire. Donc, c'est un écosystème. Donc, c'est la biodiversité des écosystèmes. Donc, de même, si vous avez un mat de l'eau, et un de l'eau qui stagne quelque part, et c'est certain que vous allez trouver des êtres vivants dans le système. Ça. Donc là, encore, c'est un autre écosystème. Donc la biodiversité des écosystèmes inclut la biodiversité des espèces. OK? Donc, c'est-à-dire que tout être vivant que nous pouvons rejoindre dans l'écosystème, donc tout part et de la même espèce. Donc, vous allez trouver des espèces différentes. Et au sein de chaque espèce, on constate des différences d'origine génétique entre les individus. Ça c'est évident. Par exemple, dans l'espèce humaine, il est vrai que nous sommes de la même espèce, c'est-à-dire que nous ressemblons et nous interférons, c'est ce qui définit l'espèce. L'espèce est définie par des êtres vivants qui se ressemblent et sur le plan morphologique, sur le plan anatomique, sur le plan physiologique, mais aussi qui sont interférents, qui sont interférents, c'est-à-dire qui sont capables de croiser et donner naissance à de nouveaux individus appartenant à la même espèce. Donc, c'est-à-dire qu'au sein d'une espèce, vous avez aussi la biodiversité génétique et c'est cette biodiversité génétique qui, effectivement, est à la base de la biodiversité et que nous voyons qui gagne dans le monde. OK?
Donc, pas oublier que l'ADN, quand on parle de diversité génétique, donc on parle de gènes. Donc, les gènes sont des fragments d'ADN. Donc, c'est l'ADN, que ce soit par le nombre ou l'information portée par l'ADN, ou les chromosomes, c'est ça qui va déterminer la diversité des êtres vivants. Donc, si on prend par exemple les manguiers, OK? Si on a parlé de mangue, vous êtes d'accord avec moi que c'est une seule espèce. Donc, les mangues, mais lè nap gade quantité mango ki genyen, quantité pied mango ki genyen, si nou tap site, nou tap wè ke kom de kan sa, on variyete de mango, mango fransik, mango pon, mango miska, mango blanc, rosali, mango ti bonbon, etc. Donc, on paquet. Donc, maintenant, c'est vrai que c'est la même espèce, et il ne me rappelle pas le nom scientifique. Moi, c'est le mangiféra la donne, bah, changer tout le nom. Donc maintenant, il y a au sein de cette espèce une variété génétique qui fait que donc chaque mangoussaro, le même, il gagne ont des particularités propres. Ok, des particularités propres. Donc là, dans mes lectures, donc, j'avais trouvé cette phrase de Tillman qui dit la caractéristique la plus frappante de la Terre, c'est la vie et la caractéristique la plus frappante de la vie, c'est sa diversité. Ok, c'est sa diversité. Donc, c'est la biodiversité. Ok, donc c'est là on va regarder par exemple des vidéos sur YouTube dans des forêts ou même dans des zones forêts, une diversité de plantes, d'animaux, toutes sortes d'animaux. C'est beau à voir, mais c'est la diversité génétique qui est à la base de tout ça. OK? Donc là, c'est n'a regarder là, ouais. Mais ça, belle, non, c'est que une diversité de formes et de couleurs vraiment qui est intéressant. Donc, en parlant de diversité génétique, on regarde pour nous, ouais. Donc, regardez pour nous le nombre de chromosomes de quelques eucaryotes. Donc, si nous prenons les champignons Neurospora haploïde 7, les Saccharomyces levure, OK? Saccharomyces levure 16 chromosomes. Maintenant, bas, c'est un moustique 6 chromosomes. Donc, l'impossible, comme d'abord dit l'impossible, n'est pas facile là pour nous joindre et deux êtres vivants là qui ont le même chromosome. Bon, il est vrai que moi, poulet et chien ont le même nombre de chromosomes, mais par contre, le même nombre de chromosomes, mais les gènes ne sont pas les mêmes. Donc, ou encore l'association des gènes. Est-ce que nous là? Donc, l'association des gènes, l'information. Donc, là, c'est deux espèces différentes. Donc, nous pas dans la même forme du tout. Donc, nous pas, nous pas gagner même information. Donc, maintenant, si nous regardons, il y a une chose qui est important pour nous comprendre. Le nombre de chromosomes n'est pas déterminé gabarit être vivant. Sinon, le poulet avec 78 chromosomes, donc, serait beaucoup plus, aurait un plus grand gabarit que l'homme. Même le chimpanzé ou encore le cheval. Est-ce que vous voyez? Donc, il est vrai que le poulet possède 78 chromosomes, mais ça ne veut pas dire qu'il est obligé plus gros que chien, plus gros que... Donc, le nombre de chromosomes n'a rien à voir avec la taille des êtres vivants. OK? Voilà. Donc, c'était juste pour vous donner une idée du nombre de chromosomes chez certains êtres vivants. Mais ce qui est important surtout, c'est l'information contenue dans ces chromosomes et le nombre de gènes que vous possédez.
OK, et quelques autres informations concernant les êtres vivants. Qu'est-ce qu'on dit? L'humanité ne pèse que 0,01% de la vie sur Terre. C'est-à-dire, quand on parle de l'humanité, on parle des hommes. Et maintenant, quand on compare, on fait et compare le nombre d'êtres, le nombre d'humains, de personnes existant par rapport aux autres êtres vivants. Donc, nous représentons un très, très faible pourcentage des êtres vivants sur la Terre. C'est 0,01% de la vie sur Terre. Donc, alors que c'est nous-mêmes qui avons dominé et puis c'est nous-mêmes qui avons détruit. Donc, nous avons dominé, nous avons détruit. On va, nous avons dominé, nous avons détruit. Donc, alors que nous représentons une très, 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 très faible partie des êtres vivants sur la Terre. Bon. Et quelque part aussi, il faut dire que les êtres vivants sont peut-être les plus complexes. Les humains sont les plus complexes des êtres vivants par rapport à leur capacité de langage, de réflexion, de conception, de projection. OK? Maintenant, on donne le pourcentage des autres. Donc, nous gagnons les plantes qui représentent 82,54%, les bactéries 12,4%. Donc, nous gagnons les virus, animaux, etc. Voilà, donc ça vous donne une idée de ce que pèse chaque catégorie et dans la biomasse terrestre totale. Donc là encore, ce sont les mêmes informations, donc on ne va pas rester, vous pouvez lire ces informations. Et puis maintenant, nous tombons dans quoi pour vous en parler, peut-être que nous allons parler des animaux et on commence avec la définition d'un animal. Donc, qu'est-ce qu'un animal? Donc, le mot animal vient du latin anima, ok? Anima qui signifie souffle, qui signifie. Donc, c'est-à-dire que c'est là, on est capable de dire, c'est étymologiquement, c'est des êtres vivants et capables de respirer, des êtres vivants qui possèdent des caractéristiques alors, je dis des êtres vivants. Donc, c'est des êtres qui possèdent des caractéristiques de la vie, ok, à savoir la naissance, la respiration, la nutrition, etc. Donc là, nous songeons que nous débattons nos définitions pour la vie. Donc, on est capable de dire c'est et, et les êtres vivants, ce sont des êtres qui ont et sont caractérisés par la capacité de reproduction, capacité de métabolisme et capacité de réaction aux stimuli. OK? Donc maintenant, la plupart des dictionnaires définissent un animal comme un être vivant organisé. Oui, c'est des êtres vivants organisés. On sait que le point de départ des êtres vivants, alors, c'est pas pour tous les êtres vivants, bien entendu. C'est la rencontre entre la cellule sexuelle mâle spermatozoïde et la cellule sexuelle femelle ovule, donc qui donne une cellule diploïde totipotente qu'on appelle zygote, donc qui va subir des divisions successives en passant par plusieurs étapes pour aboutir suivant la durée de la gestation, pour aboutir à un individu complet. Donc, il y a plusieurs niveaux d'organisation. Par exemple, est-ce que c'est là ou c'est pas là? Il y a plusieurs niveaux d'organisation chez les êtres vivants. Donc, vous avez le plus petit niveau d'organisation, c'est la cellule. Donc, après la cellule, vous avez les tissus. Après les tissus, vous avez les organes. Après les organes, vous avez les systèmes. OK? Après les systèmes, les 11 systèmes. Donc, c'est 11 systèmes ça, qui peuvent constituer l'organisme humain au moins qui parle à la base de ce qu'on appelle un être vivant. Maintenant, les êtres vivants non seulement sont organisés, mais aussi sont hétérotrophes. OK, hétérotrophes, trophes et nourriture, nourrir, hétéro. Donc, c'est des êtres qui
n'ont pas la capacité de produire et leur propre substance organique par la photosynthèse, mais qui dépendent et des substances organiques produites par les autotrophes, notamment les végétaux chlorophyllés. Et les animaux sont doués de sensibilité. Sensibilité, c'est ce qu'on appelle la réaction au stimulus, la réaction, ok, aux signaux internes et externes et aussi de motilité, c'est-à-dire des capacités de se déplacer, okay, de déplacer, de bouger. Donc, les êtres vivants possèdent l'ensemble de ces caractéristiques. OK, maintenant, et définition scientifique du nouveau animal. Parmi les eucaryotes, donc, on nous dit que les animaux se distinguent par trois propriétés importantes. L'hétérotrophie, on en a déjà parlé. OK, donc, et la sensibilité. OK, donc, c'est-à-dire la capacité à réagir à un stimulus. Stimuli, c'est pluriel. Stimulus, c'est singulier. Et il y a la motilité, c'est-à-dire la capacité à effectuer des mouvements. Donc là, on vous donne les trois propriétés importantes des, des animaux. Alors, en parlant d'hétérotrophie, donc on peut aussi ajouter le métabolisme. Parce on avait défini la vie comme la capacité de, de métabolisme, de réaction aux stimulus et aussi de réaction et de capacité de reproduction. OK? Maintenant, et là, on nous dit c'est hétérotrophie, sensibilité et motilité. OK? Donc, alors, on dit trois propriétés importantes, mais je crois qu'il y a d'autres propriétés importantes comme la reproduction, le métabolisme, etc. Donc maintenant, vous avez une définition d'un animal. Donc, un animal est un organisme vivant et organisé. On n'a pas mis organisé. Donc, on pourrait compléter la liste des caractéristiques. OK, on pourrait compléter. Un animal est un organisme vivant, eucaryote, c'est important, pluricellulaire. OK, bon, pourquoi on a précisé eucaryote ici? Donc, également, on a parlé d'animal, nous pensons que il faut bien faire la différence entre être vivant et animal. Un être vivant n'est pas nécessairement un animal. OK? Donc, être vivant, pas obligatoirement un animal. Donc, un animal, c'est un organisme vivant eucaryote pluricellulaire, hétérotrophe, doué de sensibilité, de motilité, de capacité de reproduction, de métabolisme, OK? De capacité de production de métabolisme. Donc, j'ai ajouté trois informations. Donc, organisé, OK? Être vivant, eucaryote, organisé, pluricellulaire, hétérotrophe, doué de sensibilité, de motilité, de capacité de reproduction et de métabolisme. OK? De métabolisme. Donc, maintenant, un animal, c'est un être vivant. OK? Mais un être vivant peut être soit un animal ou autre chose. Parce que là, si vous regardez bien, le fait qu'on dit eucaryote pluricellulaire, donc une catégorie qui va là-dedans. Donc les prokaryotes ne sont pas là. OK? Les prokaryotes ne sont pas là. Et tous les eucaryotes ne sont pas pluricellulaires. Donc il y a des eucaryotes unicellulaires, comme les amibes, par exemple, les protozoaires, les amibes. Ce sont des eucaryotes, par exemple les, les, les levures, ce sont des eucaryotes unicellulaires. C'est-à-dire, un animal, c'est un eucaryote pluricellulaire. Est-ce que vous comprenez? J'espère que nous bien comprenons. Alors, définition des principaux plans d'organisation. Et pour définir de façon précise le plan d'organisation d'un animal, plan d'organisation d'un animal, pas dire qu'un animal est un être organisé et cette organisation se fait suivant un plan bien défini.
OK? Donc maintenant, on a regardé quels sont les différents critères qui doivent être utilisés successivement. Présence ou absence de tissu. Sabè que nous te parlé de divers et on te parlé de les divers niveaux d'organisation des êtres vivants. Donc là, nous avons deuxième niveau. Alors, parler de deuxième niveau, c'est-à-dire qu'on a commencé à partir de la cellule. Mais on sait qu'avant la cellule, il y a les atomes, les molécules, les macromolécules, etc. On a les cellules qui constituent un organisme animal peuvent s'associer de deux façons différentes. Ok, donc cellules qui constituent un animal sont capables d'associer de deux façons différentes, soit de façon relativement lâche, soit de façon relativement lâche. Les jonctions cellulaires sont peu abondantes et le collagène ne forme pas de lame basale. Ok, donc jonction cellulaire, c'est quoi? C'est des protéines qui soudent cellules l'une avec l'autre, mais aussi qui soudent cellules avec ce qu'on appelle la substance fondamentale ou encore le milieu extracellulaire. OK? Le milieu extracellulaire. Donc, s'il n'y a pas de jonction, s'il y a très peu de jonction cellulaire, donc, c'est-à-dire que cellules ne pas solidement attachées avec l'autre. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, le collagène. Collagène, c'est une protéine structurale. OK? Collagène, c'est une protéine de structure, sont scléroprotéines, protéines de structure, qui pas entrer dans la structure, qui pas former la basale. Alors, la basale, là, qui s'allie? La basale, là, qui s'allie? Maintenant, là, cette information, et ma retourner sur ça, je vais l'ambasal là. L'ambasal là, en fait, c'est la matrice extracellulaire, son matrice extracellulaire que nous avons en bas tissu épithélial. OK, un tissu épithélial, mais l'ensemble des cellules, et pas tissu, non, l'ensemble des cellules épithéliales, mais yoshita sur une base que nous appelons l'ambasal. Par exemple, nous gagnons dans la peau, nous gagnons les cellules épithéliales de la peau, mais en bas cellules épithéliales, il y a une structure qu'on appelle l'âme basale qui est constituée de collagène, de glycoprotéines, de glycosaminoglycanes, de fibronectine, de un paquet de substances qui constituent une base. Ok, quel que soit le tissu épithélial là, li chita sous un lame basale. Et lame basale là, il y a collagène là-dedans, il y a des protéines, d'autres protéines comme élastine, probablement il y a des glycoprotéines, il y a des glycosaminoglycanes qui sont associés à des protéines. OK? Maintenant, quel que soit le tissu épithélial là, il chita sur un lame basale. Donc maintenant, ces métazoaires, c'est-à-dire ces animaux pluricellulaires, ils n'ont pas possédé de vrais tissus. Donc le fait que ils n'ont pas gagné l'âme basale, ils n'ont pas gagné beaucoup de jonctions cellulaires qui quittent les cellules. Donc, ils n'ont pas gagné de vrais tissus et ils ont les parazoaires. Et puis, on a une autre catégorie. OK, pas bien que n'a parlé de plan d'organisation. L'autre catégorie qui c'est côté que cellules même associées de façon beaucoup plus solide grâce à la présence de nombreuses jonctions cellulaires et la mise en place de lame basale à la base des épithéliums. So, je me dis nous, depuis nous dit lame basale, li marche avec des épithéliums. OK? Donc, épithélium, donc, tissu de revêtement. Donc, ces animaux possèdent du vrai tissu. Donc, ce sont des œufs métazoaires.
OK, maintenant, il y a ce qu'on appelle les nombres de feuillets embryonnaires. Donc, nous toujours dans le plan d'organisation, qu'on a là, nous tomber dans embryologie. Donc là, nous gagnons A, nous gagnons pôle apical, pôle végétatif d'un d'un zygote. OK? Donc, cellule totipotente qui va subir des divisions successives. OK? Donc là, il passe en première division, fait le passer à deux. Et donc, cellules ça, nous les blastomères. Donc, dès que le zygote commence à se multiplier, donc, cellules que nous joignons à partir de la multiplication et de zygote, là, nous les blastomères. Donc, nous passons à 2, nous passons à 4, nous passons en cellule à 8 blastomères, nous passons à 16. Donc, nous toujours identifié pour nous les, le pôle apical et le pôle végétatif. Et voilà. Et puis, qu'on a là, nous gagnons et cellules ça qui commencent. Et voilà. Donc, à l'intérieur, cellules, nous gagnons un espace vide qui dégage que nous relais blastocèles. Blastocèles là, donc il y a un liquide là-dedans. Et puis là, nous voyons qu'il y a une vagination qui commence à faire. OK? C'est comme si on a de bon blade. OK, plastique blad la représente les blastomères et puis en dedans blad là vide là qui gagne l'air là donc nous en dedans on mettre de l'eau en dedans donc lui même c'est blastocèle là et puis qu'on a là que ça nous fait nous fouiller nous là dans blad là pour nous capable créer une invagination et puis et voilà invagination elle vient augmenter et au fur et à mesure donc là nous toujours gagne une seule couche de cellules que nous les blastomères et puis on vient gagner au fur et à mesure en différenciation pour que on va gagner gars est-ce que nous donc on vient gagner couche externe qui c'est ectoblast OK cellule qui en dans qui borde vagination donc yo même yo vient les endoblast OK et puis on va venir gagner toute blastocelle là qui pral gen cellule là dedans que nous parler les mésoblast mais pour le moment là nous qu'on a mésoblast donc là nous avons deux couches nous avons ectoblast nous avons endoblast donc là ça veut dire que là nous gagnons être vivant là qui diblastique ou bien diploblastique OK parce qu'il y a deux feuillets et puis nous avons blastopore à Canthéron OK, qui pral devenir et blastopolant pral by origine pral à l'origine de la bouche ou de l'intestin à Canthéron c'est tube digestif primitif. Donc pour certains animaux, le développement s'arrête au stade gastrula, OK, gastrula, OK, donc gastrula c'est I, ils sont constitués de deux feuilles cellulaires, l'ectodème ou ectoblast et l'endodème ou l'endoblast et sont diploblastiques ou diblastiques. Donc, pour certains animaux, donc eux-mêmes, nous sommes capables de dire que ce sont des animaux diploblastiques ou diblastiques, c'est-à-dire que le développement embryonnaire est traité à deux feuilles. Alors que pour d'autres, donc là, nous parlons de gastrula qui va continuer à développer. Donc, j'aime te dire, nous là, nous est bien. Donc, on te gagne blastocell là qui vient rempli avec cellules qui viennent les mésoblastes. OK? Donc, nous toujours gagne blastopore, acanthéron, nous gagne endoblast là, et puis nous gagne blastocell là qui vient rempli avec des cellules. Et puis, nous toujours gagne ectoblast qui est à l'extérieur. Et puis, nous parlons gagne une régression de mésoblasts là qui prend encore la venir en creux avec du liquide, OK, avec liquide encore. Donc là, nous, ouais, donc nous passons de deux feuillets à trois feuillets, deux feuillets à trois feuillets. Donc en noir, c'est ectoblast, en rouge, c'est mésoblast, blanc ou bien gris, c'est endoblast. Et nous connaissons tout organe yo dérivé de ces trois feuillets, notamment nous avons le système nerveux, la peau qui est dérivée de l'ectoblast,
Donc, nous avons les viscères, OK, qui dérivent de mésoblastes et je crois que le tissu épithélial qui dérive de endoblastes, etc. OK, donc maintenant, quoi ça avec liquide là dans les pseudocèles. OK, donc là, nous avons une évolution qui fait encore là, blastopore toujours là, acanthéro endoblast. OK, maintenant, ce qu'il faut remarquer ici, c'est que mésoblasan li bordé intérieur et ectoblasan jusqu'au niveau du blastopore. Donc là, en N, qu'est-ce qu'on voit? Donc, li non seulement arrivé au niveau du blastopore en N, mais li allé aussi entourer toute pseudo-celle-là. Donc, à ce moment-là, nous tombons dans chez l'homme. OK? Donc, nous venons tomber dans notre structure qu'on appelle chez l'homme. Donc, ça qui va le faire que nous allons parler des êtres vivants chélomiques et des êtres vivants achélomiques. OK? Donc là, nous passons dans l'autre niveau, toujours, et donc, nous toujours gagner trois feuillets avec cavité digestive. Voilà, trois feuillets et cavité digestive, nous bien chez l'homme et qui va nous l'ensemble des cavités. OK? Chez l'homme, c'est l'ensemble des cavités et des êtres vivants. Et puis, nous parlons gagner et des membranes qui entourent et feuilles. Donc, somatopleur. Ouais, somatopleur, c'est cette membrane-là qui délimite chez l'homme avec mésoblast. Et puis nous gagnons splantnopleur. Splantnopleur. Donc, c'est cette membrane qui délimite le mésoblast, OK? OK, mésoblast interne, si vous voulez, avec l'endoblast. Donc, voilà, donc qu'est-ce qu'on dit ici? Les animaux qui possèdent ces trois feuillets embryonnaires sont des triploblastiques ou triblastiques. OK? Donc, les triploblastiques sont aussi nommés bilatériens. Donc, l'important pour nous mémoriser thème ça, triploblastique, diblastique, bilatérien, chez l'homme, etc. Et je pense qu'il y a un slide qui pourra le reprendre tout pour nous. Donc, l'important pour nous connaître. Apparition de la symétrie bilatérale. Je dis la symétrie bilatérale remplace la symétrie radiaire des nidaires. OK, par exemple, si nous considérons l'homme, nous voyons que l'homme a une symétrie bilatérale. Donc, beaucoup d'animaux aussi ont une symétrie bilatérale. Mais si nous prenons par exemple une étoile de mer, pas une symétrie bilatérale, mais une symétrie radiaire. OK, donc l'animal a donc une région antérieure, une région postérieure et une orientation dorso-ventrale. Donc, cette symétrie existe à l'état embryonnaire, mais peut disparaître chez l'adulte comme chez les oursins ou chez les gastéropodes. Donc, cette symétrie bilatérale est un des principaux facteurs qui vont infléchir le cours de l'évolution animale. Donc, le déplacement se fait tête vers l'avant. Maintenant, devenir du blastopore embryonnaire. L'étude de la suite de leur développement embryonnaire permet de répartir les triploblastiques en deux catégories. OK? Donc, on poursuit avec les triploblastiques coiffuriers. Donc, chez les uns, le blastopore embryonnaire donne la bouche. Ils sont protostomiens, c'est-à-dire que la bouche est formée en premier à partir du blastopore. OK? Protostomien. La bouche est formée en premier à partir du blastopore. OK? Donc, les protostomiens, en fait, c'est des triploblastiques. OK? Donc, si on vous demande de donner les caractéristiques des protostomiens, donc ce sont des animaux, OK, triploblastiques,
Debe ou di tripoblastik, nou se la de ki devlopman embryoner yo te kontinue jiska 3 feye, et don la bouche, ok, est formé en premier à partir du blastopore. En premier par rapport à l'anus. Ok, pas oublier que ces deux cavités ça, que nous venons aux extrémités du tube digestif, donc la bouche et l'anus. Donc, pour certains animaux, c'est l'anus qui a formé avant, pour d'autres, c'est la bouche qui a formé avant. Maintenant, les animaux pour lesquels la bouche est formée en premier, proto vient du grec potos. Bon, nous, le potos, premier stomac bouche. Ok, donc ce sont des animaux chez lesquels, lors du développement embryonnaire, la bouche se forme avant l'anus à partir du blastopore. Ok? Voilà, donc dans de nombreux cas, l'anus dérive, lui, du blastopore et se forme en même temps que la bouche, mais en aucun cas, il ne se forme avant la bouche. Donc ça, c'est dans notre cas. Donc chez les autres animaux, le blastopore donne l'anus, la bouche se perce alors secondairement. Donc ils sont deutérostomiens, bouche formée en deuxième. Voilà. Donc maintenant, et nous sommes capables de dire là, suivant et le développement, le devenir du blastopore, nous sommes capables de gagner les triploblastiques qui ont été divisés en protostomiens et en deutérostomiens. Présence et nature des cavités corporelles. Donc, après la mise en place du mésoderme, nous avons commencé avec ectoderme, les, les blastomères, ok? On fait une couche de cellules qui parle et zygote et pour une vagination. Donc, une vagination parle à l'origine de la deuxième couche, ok? Donc, après, on va gagner en troisième couche qui parle développer. Donc, des cellules vont se détacher et donner naissance à une autre couche à l'intérieur de cavité de la sous-celle. OK, donc là, on dit après la mise en place du mésoderme, trois types de plans d'organisation peuvent être observés. Trois types de plans d'organisation peuvent être observés. Chez certains protostomiens, donc bouche, formée avant anus à partir du blastopore. Donc le mésoderme reste massif, ok? C'est-à-dire que substance ça, et alors, pour nous, là, moi, c'est ça, on dit là, il se différencie en donnant des muscles et divers appareils. Il forme également un abondant mésenchyme, nommé parenchyme, qui comble tous les espaces compris entre les organes internes. Donc, mis à part la cavité digestive, ces animaux ne possèdent aucune cavité dans la paroi du corps. Ils sont qualifiés d'achénomas. Je vais m'expliquer bien ça veut dire. C'est comme si nous avons dit nous gagnons, et qui exemple bien qu'à prendre avec nous là. Si nous prenons même exemple, et blague là que nous te parlé, eh bien, en dedans blague là, on a dit que nous avons une sorte de liquide. Liquide ça qui est dans la bladale vient transformer en sorte d'éponge. OK? Il vient transformer en sorte d'éponge. Maintenant, en dedans l'éponge ça, nous avons les cavités, le tube digestif. OK? Nous avons le tube digestif. Nous avons des organes internes qui forment en dedans. Ok, mais ou pas de cavité comme tant pour cavité thoracique. Donc, c'est comme quoi, cavité thoracique que nous gagnons. Donc, chez les achélomates, eh bien, yo même, tout espace qui est autour des organes, yo comblé avec une sorte d'éponge, avec une sorte de matière. Donc, il n'y a pas de cavité abdominale, il n'y a pas de cavité. Donc,
il est vrai que y a des organes, mais organes ça yo, y a baigné dans une sorte de matière que nous les parenchyme, ok, qui comble tout espace de telle sorte que donc pour ces protostomiens, donc il n'y a pas de cavité, donc on les appelle des achélomates. Alors que chez d'autres, le mésodème donne naissance, donne les muscles et différents appareils, mais pas de parenchyme. Il n'y a pas de parenchyme. OK? Donc, ces animaux possèdent une cavité corporelle remplie de liquide. OK? Est-ce que nous voyons bien? Donc, dans un groupe, et cavité, c'est parenchyme, les enzymes qui la donnent, une sorte de matière. OK? Dans un autre groupe, c'est un liquide. OK? Un liquide qui la donne. Est-ce que nous là? Donc, là, premier groupe, là, c'est K. C'est K. Nous avons cavité digestive là. Mais pardon, mésodème, il était massif. OK? Mésodème, il était massif. Donc, il comblait tout espace qui était capable et que il comblait tout espace de telle sorte que pas de cavité. Donc là, lui-même, mésodème n'a pas été massif, mais le bon liquide là-dedans, liquide ça que nous les pseudo-sel, OK? Alors que dans O, KMO, dans O, mais espace mésodème qui ça le fait, donc les mêmes, li gagne là-dedans des organes, mais aussi li gagne des espaces vides. Donc, ce sont les chélomates. Bon, je reprends le texte. Donc, ces animaux présentent une cavité corporelle remplie de liquide, bordée du côté externe par le mésodème et du côté interne par l'anodème. C'est en réalité un reste du blastocèle embryonnaire. Cette cavité est nommée pseudocèle. Les animaux qui possèdent un tel type de cavité corporelle sont des pseudo-chélomates. Donc, nous avons les achélomates qui n'ont pas de cavité. Donc, c'est qui va y cavité, mais espace rempli par le mésenchyme. Nous avons les pseudo-chélomates, eux-mêmes cavité par rempli de liquide. Et puis, nous parlons les chélomates, okay, qui parlent les chélomates, troisième niveau d'organisation. Donc, chez beaucoup de protostomiens et tous les deutérostomiens, ouais, le mésodème donne la musculature et les différents appareils. De plus, il se creuse d'une ou de plusieurs cavités, là où les cavités chélomiques. Ces cavités corporelles sont entourées totalement par le mésodème qui forme un épithélium chélomique appelé splachnopleur. En allemand, ouais, splachnopleur. OK. Le mésodème, là, nous avons en gris, en dans c'est endodème, rouge, mésodème. Donc, OK, il dit là, ces cavités corporelles sont entourées totalement par le mésodème qui forme un épithélium chélomique appelé splachnopleur. Du côté interne, OK, du côté des cellules endodermiques, et puis et somatopleur du côté externe, du côté des cellules ectodermiques. Donc, ces animaux sont des chélomates. Donc, l'ensemble des cavités chélomiques d'un individu constitue le chélome. OK, le chélome, c'est l'ensemble des cavités chélomiques d'un individu. Donc, par exemple, cavité abdominale, cavité thoracique. Est-ce qu'on peut parler de cavité pelvienne? Peut-être oui. Donc, l'ensemble de ces cavités constitue le chélome. Donc, le chélome est plus ou moins développé selon les groupes de chélomes. Donc, c'est-à-dire que selon les animaux considérés, donc chélome est plus ou moins développé. On a continué de dire, en plus de la destinée du blastopore embryonnaire, d'autres critères permettent de distinguer les protostomiens des deutérostomiens.
Le plus utilisé est la localisation de leur système nerveux. Chez les protostomiens, la plus grande partie du système nerveux que l'on connaît qui est dérivé de l'ectodème, mis à part les ganglions céréboïdes, est situé du côté ventral. OK? Ils sont donc pour la plupart hyponeuriens. Hypo en dessous, neurien. Nerf en dessous. Quelques détérostomiens ont un système nerveux diffus répartis à la fois du côté ventral et du côté dorsal. Ils sont dits épithélioneuriens. OK? Et puis, mais chez la plupart d'entre eux, le système nerveux forme un tube dorsal par rapport au tube digestif. Ils sont épineuriens, nerfs au-dessus. OK? Donc là, la localisation du système nerveux des protostomiens et des butérostomiens permet de classer en trois catégories, hyponeuriens, épithélioneuriens et puis épineuriens. C'est-à-dire que chaque animal qui paraît devant nous, nous avons supposé en mesure pour nous dire est-ce que l'animal ça c'est un triploblastique ou bien si c'est un diploblastique. Est-ce que l'animal ça c'est un achelomate? Est-ce que c'est un chelomate ou un pseudo-chelomate? Est-ce que l'animal ça c'est un hyponeurien, épineurien ou épithélioneurien? OK? Maintenant, si on parle d'animal, nous devons connaître c'est pluricellulaire, c'est et, eucaryote, etc. Voilà, donc là, nous tombons dans la classification traditionnelle des métazoaires. Là, vous voyez, donc on a commencé avec les diploblastiques. Donc, pas bien que le développement embryonnaire de certains animaux s'est arrêté à ce niveau, à deux feuillets. Donc, parmi les animaux diploblastiques, donc nous gagnons les placozoaires, les spongiaires, les nidaires, les ténaires. Et puis nous gagnons les animaux triploblastiques, nous-mêmes qui parlent et suivant l'évolution du mésoderme par trois catégories. Nous avons les achélomates. Parmi les achélomates, qu'est-ce qu'on a? On a les platelmètes, les némertes, OK? Et les pseudochélomates, nous avons les nématelmètes, OK? Les verrons, les rotifères, OK? Et maintenant les chélomates, OK, qui représentent la plus grande partie des animaux, qui pourra subdiviser au même en protostomien et deutérostomien. Protostomien, bouche formée avant anus à partir du blastopore. Donc, parmi les protostomiens, parmi les protostomiens et deutérostomiens, suivant la localisation du système nerveux, donc, nous avons classé en trois catégories, hyponeurien, épithélioneurien et puis épineurien ou cordé. OK? Les épineuriens, on les appelle également des cordés. OK? On les appelle des cordés. OK? Donc maintenant, nous gagnons parmi les hyponeuriens les mollusques, les annélides, ectopodes, les brachiopodes, et nous gagnons les arthropodes. OK? Les arthropodes. Donc, si vous avez eu le cours de biologie animale invertébrée, au cours de la première session de l'année dernière. Donc, c'est certain que vous avez déjà étudié tous ces animaux-là, les diploblastiques, les chélomates, les achélomates, les pseudochélomates, les protostomiens ou encore les hyponeuriens. Parce que cela, tout ça, nous fait partie des invertébrés. Les épithélioneuriens, nous fait partie des invertébrés. Les urocordés, les céphalocordés, tout fait partie des invertébrés. OK? Et puis, nous avons les épineuriens cordés qui peuvent subdiviser en urocordés, céphalocordés, vertébrés. Et ça qui intéresse nous-mêmes, c'est les vertébrés qui gagnent là dans les aniates et les niatostomes.
OK? Et puis, les aniat qui gen cyclostome, et bien en bas, nous gen chondrichtien, ostéichtien, donc ça, ce sont les poissons, poissons à cartilage, poissons osseux, les amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères. Donc, c'est éléments ça que nous allons étudier, les aniat et les niatostomes. OK? Donc, c'est ça qui fait objet étude non pour deuxième session, hein. Maintenant, tout notre embranchement, nous sommes supposés étudier déjà avec la biologie des invertébrés. Voilà, donc là, nous gagnons un ensemble de thèmes que nous supposés maîtriser, métazoaires et métazoaires, bélatériens, protostomiens, nous avons déjà. Donc là, mais qu'est-ce qu'on dit? Une classification phylogénétique au cladogramme retrace donc les relations de parenté évolutive entre les groupes. Donc voilà, donc là, on a tous les groupes des animaux. On a ici les invertébrés, les vertébrés. Donc là, à partir de quoi on a les vertébrés? Donc on a les vertébrés à partir des myxines. OK? À partir des myxines, on a les vertébrés et tout le c'est invertébré. Voilà, donc cela dit que nous allons étudier les myxines, les pétromyzontides, les chondrichtien, téléostéens, batraciens, mammifères, etc. Donc ça, c'est point clé à retenir, c'est un résumé qu'on fait pour nous. Donc voilà, et en première vidéo sur vertébrés. Donc, on a poursuivre dans notre vidéo avec vous.